Voilà, bonjour Pablo, merci vraiment d'être avec nous Bonjour. pour essayer de se demander, ou tout au moins, est-ce qu'on a encore un avenir? Et je t'invite très très rapidement à partager cette installation qui a été mise en place, mise en scène avec beaucoup de volonté par Xavier Descamps. Je t'invite à me rejoindre et puis je crois que Xavier, Bonjour. David Oui. avait quelque chose à nous dire. Tu veux venir t'installer? David, installe-toi rapidement à côté de nous et dis-nous un petit peu finalement ce que tu as envie de partager avec nous à travers cette installation. Disons que j'ai voulu, Alors, tu vas approcher le micro, voilà. Non, non, voilà. voulu baigner un petit peu cette scène dans une nature sacrifiée. Voilà. Et donc, Tout est une question de un réglage. écocide, quoi, quelque chose qui viendrait vraiment nous rappeler à la fragilité de cette nature. Et donc, j'ai quelques pièces qui sont réunies, c'est-à-dire les restes. Bambi, c'est fini. Des écorces qui sont en fait des écorces faites en papier. Ces feuilles sont des fausses feuilles, c'est des feuilles en papier. Puis des oiseaux qui sont posés au sol comme ça, qui sont des oiseaux en bronze, qui représentent en fait la mort, la fin des oiseaux, la fin des espèces. Oui, tu nous dis en fait que ce que tu veux exprimer, hein, c'est le rapport empoisonné, c'est le terme que tu emploies, et destructeur que nous avons avec notre environnement. C'est ça le message. C'est ça. C'est l'énorme écocide dans lequel nous allons nous projeter. Ok. Eh bien, je te remercie, David. C'était important que tu sois là. Je vous demande d'applaudir David, s'il vous plaît. Et on se retrouve tout à l'heure. OK? Alors, Pablo, bonjour. Je disais, on est vraiment moi, je suis très, très content de partager ce moment avec toi, qui va être aussi un moment, certes, de réflexion, mais de partage d'émotions, parce que je sais que tu y es très, très attaché. Peut-être la première question que j'aurais envie de te parler, c'est d'où parles-tu exactement? Parce que finalement, j'ai regardé un petit peu, tu es un scientifique, et puis je pense que tu es aussi un militant. Hein, tu arpentes, si j'ose dire, les salles pour échanger, ouvrir le débat. Et tu es aussi un très grand humaniste. Là, aujourd'hui, devant nous, avec nous, quelle est la place qu'est la tienne? Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, d'où je parle. Moi, déjà, je suis papa, homme, blanc, français. Enfin, voilà d'où je parle. J'ai une formation scientifique. Et c'est ça qui m'a passionné, c'est de comprendre, c'est la raison, c'est le mental. Et je suis sorti de l'institution scientifique, j'étais chercheur jusqu'en 2008, pour faire d'éducation populaire, pour aller... en fait, j'étudiais les fourmis, c'est un métier magnifique, myrmécologue. Ça m'a passionné, mais je voyais déjà les chiffres de la biodiversité, je voyais... les chiffres déjà prendre des allures de courbe vers le bas, ça m'angoissait et j'avais envie de partager ça avec le monde. Et c'était pas vraiment de la désobéissance, mais c'était une sorte de... J'ai vraiment senti en 2008 que je suis sorti de ma tour d'ivoire pour aller me confronter au monde et parler aux gens. Et comme le font d'ailleurs beaucoup de jeunes en ce moment, qui sont dans les grandes écoles ou qui sont dans un parcours de grandes écoles, où à la fin ils vont être engagés par des multinationales, etc., et qui en fait choisissent de ne pas participer, de ne pas faire, de ne pas aller, de désobéir, on pourrait dire, de ne pas aller. En fait, c'est comme à la guerre. À un moment, il faut désobéir, il ne faut pas y aller, crosse en l'air, on dit. Et voilà, donc pour moi, il y avait une sorte d'utilité, de nécessité. De nécessité. La posture, c'était d'informer un maximum de personnes pour qu'on soit le plus nombreux à prendre le problème à bras-le-corps. Et en fait, je me suis rendu compte que tout n'était pas qu'une question de mental, de compréhension. Parce qu'il y a des gens... moi, j'ai besoin de comprendre, tout lire et tout comprendre pour passer à l'action. Et j'ai appris sur le terrain, au contact de plein de publics différents, de classes sociales différentes, de secteurs d'activité différents, qu'il y a des gens aussi qui passent à l'action pour comprendre. Ils ont besoin d'abord de passer à l'action. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'émotion. Il y a toute une diversité de manières d'être au monde. Je ne sais pas si on pourrait dire de profil psychologique. Oui, c'est une manière aussi d'appréhender les choses, d'appréhender le monde différemment. Et c'est ça qui m'a passionné à la rencontre des gens, c'est de
de voir qu'il n'y a pas qu'un discours qui peut faire bouger, mais qu'on a plusieurs manières, d'angles pour passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai un peu mis les pieds dans le plat quand on m'a invité aujourd'hui. Je voulais qu'il y ait des artistes, je voulais qu'il y ait des regards décalés. Je voulais pas être tout seul dans le mental. Je pense que pour prendre un virage, que ce soit personnel, changer de vie, changer de métier, changer d'études, ou un virage civilisationnel ou sociétal, je pense qu'il faut. C'est pas qu'une histoire de mental, de compréhension ou de science ou de chiffres. C'est une histoire de cœur et de corps. C'est une prise de conscience, mais une prise de corps aussi. Et c'est ça qui me tenait à cœur. Ouais, ça. Et puis c'est peut-être une autre manière de toucher les gens. Finalement, tout le monde ne fonctionne pas qu'avec effectivement sa tête, et la nuance des deux peut être intéressante. Alors ça m'amène peut-être à une deuxième question, parce qu'il faut quand même qu'on y revienne. Moi je me souviens quand même en 2015, quand tu as sorti ton premier livre. Alors très honnêtement, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup à ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça extraordinairement difficile à appréhender. Et ma question serait que tu nous en parles, mais j'ai l'impression que 7 ans après, tu n'en parlerais pas de la même manière, ne serait-ce que d'ailleurs pour les raisons que tu viens d'évoquer. Donc je voudrais que tu nous parles un peu de ce que tu mets derrière ce terme assez difficile, d'effondrement, et que tu nous précises comment tu l'accompagnes, comment tu le définis. Alors, techniquement, c'est le deuxième livre. Le premier, c'était sur les systèmes alimentaires. C'était en 2014, qui m'avait fait découvrir la question des possibles effondrements par le système alimentaire et l'avenir de l'agriculture en Europe. Et ce livre dont tu parles, en 2015, c'est Comment tout peut s'effondrer. C'est le titre, avec Raphaël Stevens. C'était comme une nécessité. On l'a écrit assez vite parce qu'on a découvert ce thème monstrueux. Et nous, comme je disais à l'époque, on l'a découvert par la raison. Donc la posture, l'intention du livre, c'était d'essayer de comprendre. Donc ça s'adressait à la tête de manière pluridisciplinaire, avec plein de disciplines scientifiques, l'archéologie, l'économie, l'écologie, la question des ressources, du climat, etc. Et de montrer qu'il y avait des possibles ruptures. Alors, quand on a utilisé le mot effondrement, oui, parce que les scientifiques utilisent le mot collapse. Beaucoup de scientifiques nous on a essayé de faire la synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire collapse? C'est quoi ça? Donc il y a plusieurs collapses différents. La finance, c'est différent un effondrement de la bourse, c'est différent d'un effondrement d'un empire ou d'un pays ou d'un écosystème, etc. Alors, le mot effondrement, il explose dans la tête des gens. Nous, on a dégoupillé en 2015 quelque chose qui a explosé dans la tête des gens de manière très différente. Mais on ne savait pas. Enfin, c'était un mot obus, comme dirait Paul Ariès, un mot comme la décroissance qui est... On peut pas le contourner. Il est là au milieu de la pièce. C'est l'éléphant au milieu de la. Et c'est le bon mot. Je veux dire, tu dis, on a été dépassé. Je sais pas. Nous, on a vraiment utilisé ce mot-là parce qu'il était là. D'accord. Il était là à ce moment-là. Alors maintenant, faisons le tour, parce que c'est un mot énorme. Peut-être qu'il faut pas l'aborder de prime abord. Enfin, quand on commence ces sujets, peut-être que c'est trop grand. Alors, on peut commencer par, si on comprend la question climatique, déjà c'est énorme. C'est énorme. Il y a un l'avant et l'après. On comprend la question des énergies fossiles. À la fois, il y en a trop et pas assez. Et puis, on comprend la question des ressources. Et puis, la fragilité de notre système économique et financier, etc. etc. Et tout ça, c'est des étapes de compréhension qui bouleversent notre monde. À chaque étape, il y a la question nucléaire aussi. À chaque étape, c'est « Oh my God !» J'étais à un colloque sur le pic pétrolier, il y a 15 ans. Et puis un des participants dit quand tu prends conscience de la finitude des ressources, en particulier du pétrole, tu as un oh my god point. Il y a l'avant et l'après, et toute ta vie est transformée à partir de là. Et la question de l'effondrement, c'est une intuition qui monte et qui se nourrit de toutes ces étapes. Donc c'est vraiment un long processus qu'on doit digérer émotionnellement, intellectuellement. C'est complexe, c'est systémique, c'est énorme. Et à un moment, moi j'ai cette image de l'aveugle qui découvre un éléphant qui tâtonne, mais pendant des heures. Et à un moment, pour faire le tour, mais comment un aveugle découvre un éléphant? Et à un moment, il a le tableau et il doit se dire, waouh, il y a un effet waouh, c'est monstrueux, c'est énorme.
Et sans compter que l'éléphant doit regarder l'aveugle depuis des heures. Oui. Non, mais c'est une question énorme et c'est la question de la mort finalement, de notre finitude. Donc ça bouleverse et ça va au-delà des questions scientifiques. Une question métaphysique, psychologique, ontologique. Mais ça englobe le sens dans son acception la plus large finalement. C'est ça. Mais il y a une autre chose que tu dis qui me semble important, c'est que c'est aussi un ancien récit qui est en train de se fissurer, c'est-à-dire qui est en train de se casser. Parce que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu de mal à comprendre, enfin aller jusqu'au bout de ce que tu nous proposes, parce que on sort de 3 siècles de Descartes, on sort du temps de la raison. La révolution industrielle s'est construite sur le progrès technique. On en parle encore aujourd'hui, puisqu'on nous promet, à travers l'intelligence artificielle, des tas de choses. Est-ce que c'est pas tout ça, finalement, qui est en train de partir en nœud de boudin, je ne sais pas comment dire, etc., etc., et que ce à quoi nous sommes assignés, c'est d'écrire autre chose? Oui, c'est exactement ça. Alors, avant de partir là-dessus, je vais juste préciser. Nous, notre démarche a été toujours de complexifier les choses, d'essayer de voir le complexe. Le problème avec le mot effondrement, c'est c'est une pente savonneuse qui tend à utiliser le mot au singulier, l'effondrement, comme une sorte de mythe, comme une sorte d'objet. Mais l'effondrement au singulier, c'est souvent sous-entendu l'effondrement à venir de notre civilisation. Voilà. Mais il y a des effondrements. Il y a déjà des effondrements qui ont eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu au niveau, par exemple, des écosystèmes. Voilà. Il y a déjà des ruptures dans les dynamiques climatiques. Il y a déjà des choses, il y a des peuples, il y a des pays, il y a des cultures qui sont effondrées. Les Amérindiens, etc. Ils se sont déjà effondrés. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Et donc c'est à la fois des choses, ce sont des faits d'une diversité énorme et avec une hétérogénéité énorme. Ça ne s'effondre pas de la même manière dans chaque région, continent, culture. Donc c'est toujours voir la complexité et l'hétérogénéité. Le pluriel, ça qui est important. Et effectivement, et là j'en viens à ta question du récit, c'est que... ah non, j'oubliais, ça ce sont les faits, mais il y a aussi les risques à venir. Et dans les risques à venir, et on va en venir au récit, c'est très important. Il y a des risques dans la littérature scientifique, de risques systémiques globaux. C'est un nouveau type de risque qui est apparu. Vous savez que tu sais que chaque invention amène avec elle son risque. Par exemple, l'invention de l'avion amène le risque de crash d'avion. L'invention de la voiture amène le crash de voiture. L'invention de la globalisation, de la civilisation globalisée, amène le risque systémique global. Et ça, c'est au niveau de civilisation. Et c'est même pire, on a maintenant des risques existentiels avec la question climatique. Si on part vers des trajectoires à plus 4, plus 5, plus 6, 7 degrés, il y a vraiment un risque concret, tangible, d'extinction de l'espèce humaine et de beaucoup d'espèces sur Terre. Et les seuls risques existentiels aujourd'hui, les deux seuls, c'est le climat et le nucléaire. Les autres, c'est très grave, mais on n'est pas encore dans le risque existentiel. Mais tu vois, quand tu vas vers l'avenir, le risque, à ce moment-là, on doit convoquer aussi l'imaginaire, l'imagination, la puissance de se projeter dans le futur. Et la pente savonneuse, c'est d'utiliser l'effondrement au singulier et surtout de fermer les horizons. C'est ça le risque. Donc la posture, l'exercice, la dynamique, la gestuelle, aujourd'hui, en tant que lanceur d'alerte ou de collapsologie ou de parler des catastrophes, c'est de toujours veiller à ouvrir des horizons, toujours, et d'essayer d'aller vers le pluriel, la complexité. Et le récit, qu'est-ce qui s'effondre? Par exemple, la notion de progrès, elle s'effondre au niveau philosophique. Est-ce qu'on vit vraiment un progrès? Est-ce que c'est un progrès d'aller vers une extinction de masse des espèces? On nous dit, ouais, mais on a l'espérance de vie qui augmente. Non, aujourd'hui, elle commence à décliner. Soit l'espérance de vie en bonne santé. On vit sur des tas de poubelles. On a détruit, regardez ces magnifiques œuvres d'art, on a détruit vraiment tout ce qui faisait... tout ce qui rendait viable notre planète. Donc oui, c'est ça. Donc ce à quoi tu nous invites finalement, c'est à prendre la mesure de cette complexité et de la dimension systémique de ces éléments-là, plutôt que de le réduire finalement à un concept. De un, et après d'y aller imaginer quels récits peuvent advenir. Si je te dis le mot effondrement, c'est déjà un récit en soi. Tu vois, si je te dis le mot décroissance, c'est un récit. Si je te dis le mot croissance,
C'est le récit qu'on se raconte tous, que tous les économistes orthodoxes se racontent. Si je te dis le progrès, c'est déjà un récit. Le mot effondrement, pour moi, c'est un récit très puissant. S'il a eu du succès aujourd'hui, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on a rencontré, enfin comment dire, le mot a rencontré une époque. Nous n'avons pas, en tant que civilisation occidentale, moderne, de récit de la fin. C'est quoi notre fin? Et donc, c'est une sorte de mythe qu'on a mis sous le tapis comme ça et qui nous revient sur la figure. Et donc, la question des récits, elle est importante. C'est comme si l'effondrement, c'était la moitié du récit. Moi, en tant que biologiste, si on me dit effondrement des écosystèmes, c'est quasi toujours suivi d'une renaissance. La forêt, quand elle brûle, après, elle renaît, tu vois. Donc moi, c'est naturel en tant que biologiste et écologue de penser à la renaissance. Mais c'est pas assez évident que ça pour les gens. Ouais. Alors, est-ce à dire que, je ne sais pas si je vais bien le dire, mais ça me fait réagir ce que tu es en train d'évoquer, est-ce à dire qu'il faut peut-être passer par là? Enfin, je veux dire qu'au moins au niveau de la manière de penser, au moins dans la manière d'envisager l'avenir. Passer par par effectivement cette analyse que tu fais, par cette projection qui est finalement une projection de finitude, derrière laquelle il y aurait une renaissance. C'est ça que j'entends? Ou pas. Ou pas. C'est important de garder le ou pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, j'ai une métaphore intéressante, c'est celle de la maladie grave. Donc, imagine, je suis un docteur et je dis, bah, Claude, écoute, le diagnostic est sévère, il te reste que quelques mois. Je vais essayer de ne pas trop l'imaginer. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais tu as une maladie grave, incurable, et il te reste quelques mois ou peut-être années à vivre. Tu vois? On est un peu dans cette situation, c'est-à-dire que c'est un choc existentiel pour toi. Il y a une sorte d'autorité qui arrive, le médecin, et qui te dit quelque chose de monstrueux et de surplombant, d'impactant, qui te bouleverse. Et ta vie va changer. Elle peut ne pas changer, mais elle peut changer. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas faire de cette nouvelle? Comment tu vas digérer ça? Comment tu vas revoir ton rapport au monde? Tu vas peut-être te dire, ah bon, bah voilà, tout est foutu et je passe les mois et les semaines qui restent au bistrot ou à profiter de la vie, à m'acheter un 4x4 et enfin aller faire de la moto, de jet ski ou je sais pas quoi. Ou tu peux te dire, non mais qu'est-ce qui compte dans ma vie? C'est embrasser mes petits-enfants, enfin, faire un potager. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Tu vois, la question de la finitude et de la mort, ce que la philosophie nous enseigne depuis 2500 ans, c'est apprendre à bien vivre, c'est d'abord apprendre à bien mourir. Et la question de la mort, on la met sous le tapis. Je suis désolé, mais elle n'est pas assez traitée dans nos sociétés. Et donc, est-ce que tu vas... Comment dire? Le fait que tu acceptes ce diagnostic, ça ne veut pas dire que tu te laisses aller. Ça veut dire que maintenant, tu vas changer ta vie. Tu vois, c'est le premier jour du reste de ta vie, hein, oui, la fameuse phrase. Et ça, c'est les étapes de la fin de vie d'Elisabeth Kubler-Ross, la psychiatre suisse et américaine, qui montrait que dans la fin de vie, il y a l'étape du déni, puis la négociation, la colère, négociation, tristesse et acceptation. Accepter, ça veut dire que c'est pas du défaitisme. C'est que quand tu acceptes, tu es dans un état de plénitude, c'est un vrai travail intérieur, et spirituel, dans le sens que ça change notre rapport au monde et à soi, à l'accomplissement de soi. Et c'est dans cette étape d'acceptation que tu peux éventuellement guérir. Que tu peux même, parce qu'il n'y a pas de date fixe, hein, le médecin, il t'a pas donné une date précise. On n'est pas là à discuter de date précise, on est là à discuter des risques. Et cet état d'acceptation, de changement, peut te permettre même de repousser la date, voire de guérir. Il y a des guérisons miraculeuses parce que la personne a fait tout ce chemin intérieur. C'est hyper intéressant comme métaphore. Ok, ça me va assez bien. Tu as vu, ça me laisse sans voix d'ailleurs. Okay. Je voudrais qu'on continue justement dans cette réflexion par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. J'ai acheté ce bouquin que je trouve, vraiment, je vous encourage. L'effondrement et après expliquer à nos enfants et à nos parents. C'est pas uniquement pour te faire de la promo, mais c'est parce que je l'ai trouvé. Voilà, je dirais une chose par rapport peut-être à des choses que j'ai entendues et peut-être par rapport à la façon dont tu l'exprimes maintenant. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de profondément humain et de profondément pédagogique. Parce que dans ce bouquin, en fait, avec son collègue Gauthier Chapelle, il s'adresse à Lucie. Lucie, elle a 13 ans. Il s'adresse à Camille, il a 22 ans. J'ai fait le supposer que c'était un garçon, d'ailleurs. Un garçon. Un garçon. Hein. Gauthier Chapelle a 2 garçons de 22 ans. D'accord. Ils sont en colère aussi. Et puis, il s'adresse à des gens de ma génération. Ça m'a beaucoup intéressé, d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, j'ai trouvé que dans ta façon d'agir, tu utilises 3 éléments, me semble-t-il, sur lesquels je voudrais qu'on revienne.
Tu dis à Lucie, finalement, qui te dit mais papa, tu es en train de me raconter un truc absolument inacceptable pour moi à mon âge. Et tu lui dis, Lucie, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Ça me paraît assez intéressant. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu. Tu dis à Camille qui est rentrée dans cette dimension très militante, de non-acceptation, alors que là, on est tous dans un sentiment fort d'impuissance. Tu dis à Camille, je comprends ta colère, j'adhère à ta colère, je veux même l'accompagner, cette colère. Et puis tu nous dis à nous, bon les mecs, vous avez quand même pas mal déconné, vous avez été assez inconscients. Il y a quelque chose, et je te le dis comme je le pense, que j'ai entendu dans le registre de la responsabilité, mais aussi un peu dans le registre de la culpabilité. Et je voulais savoir si ces trois ressorts peuvent nous permettre, par rapport à ce que tu viens de dire de très puissant, est-ce qu'ils peuvent nous permettre d'avancer ou est-ce qu'il faut qu'on passe à autre chose? Parce que c'est ce qu'on a entendu autour de, même si notre ami philosophe l'a bien déconstruit, c'est tout ce qu'on entend autour d'une espèce d'éco-anxiété, de peur de l'avenir, qui est quelque chose de terrifiant, quoi. Ma question est claire? Ouais, gros chapitre là. On est. Ouais, Camille, enfin, Lucie, elle a 13 ans, donc c'est quoi cette histoire, papa? C'est quoi cette histoire de fin du monde? Les personnes, c'est pas que Camille, c'est pas que Lucie qui a 13 ans, c'est pas qu'un enfant qui a 13 ans et qui découvre, c'est aussi tous les adultes qui découvrent la question. Donc, là, on est dans des trois chapitres. Lucie, 13 ans, Camille, 22 ans, qui est en colère, et les boomers, comme on les appelle, mais c'est caricatural, donc c'est pédagogique. Mais on voulait pas caricaturer, c'est-à-dire que il y a aussi des grands-parents pour le climat, il y a aussi des jeunes qui dépensent, enfin qui consomment à fond, etc. Non, l'idée c'est d'arriver à incarner aussi la découverte de ce sujet. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet énorme. Lucie qui a 13 ans, comment on fait? Le personnage principal quand on découvre ces sujets, c'est la peur. Et la peur, alors ça, c'est un gros sujet qui me passionne. Parce oui, mais que j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce que je pense qu'on tient un nœud, là, énorme. Ouais, c'est énorme. Alors moi, j'ai découvert que c'était ma vie, la peur. J'ai fait une sorte de thérapie pendant 1 an et demi, là. Et je suis polytraumatisé. J'ai eu un accident quand j'ai 14 ans, de circulation, très grave. Je suis à ma 2e vie, en fait. Je suis comme si j'étais déjà mort à 14 ans. Et je découvre que la peur a façonné ma vie. Mais je le vis bien, enfin, c'est OK. Mais je découvre que beaucoup de gens ne sont pas forcément là-dedans. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu du mal à... Pour moi, la posture collapsologique, c'est-à-dire étudier les catastrophes, les voir les yeux dans les yeux, être le plus lucide possible, c'est pour moi une manière de dompter, d'apprivoiser mes peurs, mais que si on est nombreux à le faire, on pourra s'en sortir. Voilà. Moi, je suis une sorte de pessimiste plus. C'est-à-dire, on a besoin de pessimistes, de gens qui voient les mauvaises nouvelles. Imagine, il y a un incendie dans le théâtre, les pompiers arrivent, ils cassent les portes, cassent les vitres, sortez, machin. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, mais vous avez invité un catastrophiste, il faut bien... Non, mais si tu n'as pas dompté tes peurs, tu vas être un boulet pour les autres, tu ne vas pas pouvoir aider les autres, tu vas être pris dans tes émotions. Si tu t'es exercé à la peur, si tu sais où sont les sorties, si tu sais anticiper, tu vas pouvoir agir et aider les autres. Tu regardes où sont les sorties. J'ai déjà étudié le plan. Je regarde ce que ça inspire à Marc, parce que j'aimerais bien que... Mais pour l'instant, bon, en fait, c'est la feuille blanche, quoi. Et tu vois, cette posture de pessimiste plus, je la distingue du pessimiste moins, que j'évite à tout prix, et c'est ça qu'il faut éviter, c'est tout est foutu. Ça, c'est une posture éthiquement insupportable, intenable. Donc, c'est pas ce que tu dis. Non. Tu peux pas dire ça aux jeunes, tu peux pas dire ça aux gens, tout est foutu. C'est le pessimiste moins. Les pessimistes plus, c'est ceux qui disent, putain, où sont les sorties de secours? Si jamais il y a un incendie, on fait ça. Mais ils sont dans l'action, il faut sauver des vies. Après, tu as les optimistes moins, c'est ceux qui disent, tout ira bien les amis, il n'y aura jamais d'incendie, le climat, on va s'en sortir. Tout ira bien, ça c'est insupportable d'un point de vue éthique. Parce que c'est faux aujourd'hui. Parce que c'est faux. Je sais pas, enfin, il y a une incertitude radicale sur l'avenir. Là, tu ouvres un autre sujet, mais tu ne peux pas dire qu'il y aura un effondrement sûr et tu ne peux pas dire qu'il n'y aura pas d'effondrement sûr. Il y a une incertitude radicale et c'est cette incertitude qui nous met en mouvement. Mais le tout ira bien, il est insupportable à entendre pour les gens qui se sont déjà effondrés et pour les gens qui vivent, qui souffrent. Voilà.
Alors, l'optimiste plus, c'est celui qui doit s'allier au pessimiste plus, c'est-à-dire ceux qui disent, bon, les amis, il y aura peut-être un incendie, mais on va s'en sauver, il n'y aura pas beaucoup de morts, il y aura peut-être que des blessés, on va y aller, peut-être qu'on va tous se sauver. Voilà, on doit y aller, on a besoin de ça. Voilà, tu vois, il y a cette diversité de postures et tout ça, Oui, on a besoin de ça. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre de dire regardons les choses, prenons le temps en face, prenons le temps de les regarder, pour mieux peut-être, si je repense ce que tu disais tout à l'heure, pour mieux les comprendre et mieux les transformer peut-être. Attends, je reviens à la peur, excuse-moi, mais la peur, si tu la domptes et l'apprivoises, c'est une énergie de vie. On a été façonné par l'évolution en tant que mammifère, primate. L'adrénaline, ça nous sert. S'il y a un tigre qui arrive, ou un danger, ou un incendie, adrénaline, il y a deux solutions, combattre ou fuir. Alors l'incendie, voilà, combattre ou fuir. Et si la peur te paralyse, c'est qu'il y a un problème en toi. Et en général, il y a deux problèmes. Bon, j'explore ça, c'est passionnant. Soit tu as un trauma, c'était mon cas. Le trauma, c'est quand la peur a été tellement grande que tu te dissocies de ton corps dans des actes de torture ou de viol, ou tu sais, quand une petite souris est ballottée par un chat, là, à un moment, elle ne peut plus fuir, elle fait la morte. C'est ça le trauma. Tu peux sortir, et le trauma, si ton corps ne tremble pas et ne se remet pas en vie, tu t'imprègnes de cette expérience traumatisante, de cette peur, et ça devient un trauma. Il n'y a pas de trauma si, tu sais, la souris, elle tremble, elle se remet à vivre. Si tu n'as pas cette remise en vie, cette énergie de vie, la peur, c'est une énergie de vie. Si tu n'as pas ça, tu restes dans le trauma et tu as besoin d'aide, tu as besoin des autres, tu as besoin de soins et de ressources extérieures, de liens pour te retirer du trauma. Ça, c'est une première cause, et on est beaucoup à être traumatisés. Et je pense que notre société est traumatisée par les guerres de religion, les 2 guerres mondiales, et on a besoin de soins, de prendre soin de nous pour aller de l'avant. Mais il y a une autre ornière de la peur qui paralyse, c'est la peur de la peur. Nous avons peur de la peur. La peur a mauvaise réputation, on essaye de l'éviter. Je pense que c'est une mauvaise idée. La peur, elle nous dit où est le danger. Les enfants, ils ont besoin de la peur pour grandir. Ils ont besoin de se construire avec la peur. Un enfant qui n'a pas peur, il va vite mourir. C'est fondamental. Et là, le problème, donc c'est une énergie de vie qu'il faut apprendre à canaliser et puis laisser passer. On ne peut pas vivre le problème toute la vie avec la peur. Sinon, on s'use. Et le problème, c'est que les catastrophes vont durer toute la vie. Donc voilà, il faut apprendre à gérer les émotions, à les apprivoiser. On a besoin de joie, on a besoin de moments présents, on a besoin des fois de se bouger. Il faut se bouger maintenant. On a besoin de tristesse. La tristesse, c'est magnifique. C'est une énergie de vie qui sert à tourner la page. Voilà, on a besoin de colère. Voilà, alors voilà, c'était ma deuxième. Camille est en colère, est très en colère. Certains d'entre nous sont très très en colère face à l'impuissance, face à l'inaction. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus que faire. Ce qui se passe autour de nous est inacceptable. Est-ce que la colère est aussi un moteur? Oui, toutes les émotions sont des moteurs. C'est-à-dire, c'est un voyant sur le tableau de bord qui te dit il faut bouger. La colère, et toutes ont une ornière une sorte de déviance qui paralysante. Ouais, paralysant, oui. Tu vois, la tristesse, elle te dit qu'il faut aller de l'avant, tourner la page, etc. Elle te montre que tu es en lien. Si tu as une tristesse, ça veut dire que tu aimes. C'est très beau la tristesse, et ça te sert à tourner la page. Mais tu peux sombrer dans le désespoir. La colère, ça te dit quoi? Ça te dit que tu n'es pas respecté dans ton intégrité. Ça te dit stop. Là, c'est injuste, ça montre ton sens de la justice. C'est très beau la colère. Sauf que tu peux parfois sombrer dans une colère noire, un truc qui confonde la colère et la violence, etc. Il y a plein d'écueils de chaque émotion. Mais on peut en faire une force. Et c'est une force magnifique qui traverse la jeunesse. Quand tu vois la génération Greta Thunberg, elle est en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'impuissance. Je voulais juste faire un aparté, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient avec nous ce matin, parmi des jeunes avec qui on a dialogué, cette question effectivement de la colère ou de l'incompréhension par rapport au travail, etc., était quelque chose qui allait tout à fait dans le sens de ce que tu as. Mais il faut l'entendre, la colère. Parce que si tu n'entends pas la colère, si tu n'entends pas ce que les gens, on va dire les jeunes, tu frustres, et ce sentiment d'impuissance, il finit par donner de la violence et de l'autodestruction, de l'autosabotage, du suicide, voire du terrorisme. Ça, c'est quand on n'est jamais entendu. Et à un moment, on a besoin d'être entendu. Les jeunes, ils ont besoin d'être entendus. Ils ont un avenir à tracer. Il y a des choses catastrophiques qui arrivent. Tu ne peux pas leur dire tout est foutu. Tu ne peux pas leur dire tout ira bien. Tu peux leur dire je t'entends.
je t'aide dans une position d'horizontalité et pas de verticalité insupportable. Et mettons-nous en lien et avançons ensemble. Et cette question de l'espoir, elle est aussi très positive, négative. C'est-à-dire l'espoir, faut un moment s'en méfier parce que espoir, esperar, ça vient de attendre, tu vois, la racine latine. Oui. C'est quelque chose qui peut être considéré comme passif. Ouais, bah moi je fais rien tant qu'on me promet pas un avenir radieux, tant qu'on me promet pas gna gna gna. Non, c'est pas ça l'espoir. C'est pas un truc passif. L'espoir est actif. C'est Václav Havel qui avait une définition d'espoir qui est de faire maintenant, de te lever et faire ce que tu considères comme juste. Quoi qu'il arrive et quelles que soient les chances de réussir. Tu vois, c'est une définition très moment présent, très active de l'espoir. C'est passionnant parce que, excuse-moi, je réagis, hein, Bien sûr. tu es d'accord? Ça rejoint bien ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est finalement d'abord laisser de la place à nos émotions. Et culturellement, c'est quelque chose qui finalement, même si ça a 50 ans, qui est assez nouveau. Pendant très très longtemps, on nous a appris à brimer finalement ou à les considérer comme des formes de faiblesse. Et tu es en train de te dire aussi, c'est qu'est-ce que je fais de ces émotions pour construire quelque chose, pour avancer. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, les émotions, c'est une énergie de vie. Moi, je te dis, il y a 10 ans... C'est pas une faiblesse. Mais pas du tout. Oh. Alors, ça peut l'être, mais c'est bien. Les faiblesses sont des forces. C'est-à-dire, arriver à montrer tes vulnérabilités, ta faiblesse, c'est une puissance, c'est une force. C'est indispensable pour faire des liens. Aujourd'hui, si tu veux, Oh là, on rentre dans un gros chapitre, mais je vais essayer de faire court. Les systèmes de domination, le capitalisme, le patriarcat, sont des attaques sur les liens. C'est des attaques massives sur les liens. Elles nous isolent. Pourquoi ces systèmes de domination nous isolent et cassent les liens? Parce que pour faire des liens authentiques, profonds, il faut une authenticité. Il faut arriver à être authentique, c'est-à-dire à pouvoir à dire ses faiblesses et ses vulnérabilités. C'est comme ça qu'on crée un lien puissant entre personnes. Mais les systèmes de domination, que ce soit une dictature, etc., t'empêchent de montrer tes faiblesses. Sinon, t'es foutu. Si tu mets un système de compétition généralisée, aujourd'hui la compétitivité, toutes ces conneries, mais c'est une idéologie qui met tout le monde, qui force tout le monde à se replier dans la méfiance et l'individualisme. Et si tu montes tes faiblesses, tu te fais niquer. Tu es plus sur la première marche du podium. Les entreprises qui montent leurs faiblesses, elles sont dégommées. Donc on ne peut plus aller dans le lien authentique. Tu vois ? Et ces systèmes verticaux de domination sapent notre société. C'est corrosif pour la société et pour les non-humains, pour les écosystèmes. Pour moi, c'est ça. Mettre en compétition tout le monde, c'est un crime contre l'humanité. Enfin, contre la vie, enfin, même les non-humains. C'est hyper dangereux. Et ce que je dis tout le temps, parce qu'il y a mon bouquin sur l'entraide, d'ailleurs coécrit avec Gauthier Chapelle, ce qu'on dit tout le temps, c'est que c'est pas dangereux, les pénuries. Les pénuries, on est fait pour ça, les humains. Il y en a eu. Et oui, 95% du temps de l'humanité, c'est chasseurs-cueilleurs, avec des migrations, des pénuries. Voilà, on est physiologiquement fait pour ça. Ce qui est dangereux, c'est pas les pénuries, c'est d'arriver dans les pénuries avec une mentalité d'égoïste et de compétiteur. Ça, c'est notre culture de la compétition, c'est ça qui est mortel et toxique et qu'il faut désamorcer avant les pénuries. Alors malheureusement, on y arrive, on est déjà dedans. Donc la culture antisociale est dangereuse. Et c'est ça qui va créer les catastrophes et c'est ça qui risque de détruire notre communauté de destin, notre récit commun. Parce qu'un effondrement, c'est avant tout, comme tu disais au début, un effondrement du récit, de ce qui nous maintient en lien. Et ça peut aller très vite. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est la capacité de reconstruire un récit à partir d'une autre manière de regarder les choses, en fait. Exactement. Alors, je trouve qu'il y a une petite contradiction, parce que quand même, ce que tu mets au troisième âge, c'est plus que de la colère, c'est de la vindicte. Alors là, je dois m'excuser. Non, mais je ne te demande pas de t'excuser, mais je pense que c'est intéressant. Ça peut être quelque chose... Enfin, je me suis dit, tiens, à un moment donné, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, merde. J'ai pas été conscient de tout ça, j'ai pas vu tout le mal que j'ai fait, alors que, très honnêtement, j'avais la sensation de faire le bien, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel degré d'ignorance, quelle incompréhension m'ont frappé, si j'ose dire. Enfin, je caricature un petit peu, tu vois. J'ai une image, mais je voudrais qu'on débloque ce truc, tu vois, on essaie peut-être un peu de s'en débarrasser, même s'il y a des choses à dire. Bienvenue, il ne faut pas s'en débarrasser, ça existe, bon c'est là, mais pas que. Enfin, je veux dire,
Il n'y a pas que l'ignorance, tu vois, il y a plein de sortes de déni ou de freins, de verrous psychologiques. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir, il y a des gens qui savent mais qui ne croient pas à ce qu'ils savent. C'est un grand problème dans notre société. On sait mais on ne croit pas à ce qu'on sait. Tu as des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eu tort. Moi, je trouve que quand tu as passé ta vie à faire quelque chose et tu te rends compte au final qui a fait du tort à des gens ou à des écosystèmes ou à la planète, la moindre des choses, c'est de le reconnaître. C'est hyper dur. C'est hyper dur. J'entends, hein, c'est hyper dur de reconnaître ça publiquement, enfin devant les autres, parce qu'il y a un sentiment de honte qui est vraiment puissant. C'est dur la honte. Hein. C'est une peur sociale. C'est la peur de la mort sociale. C'est très fort. Et puis il y a la question du pardon, la question de, tu vois, comment tu peux en tant que jeune, voir une personne âgée qui a passé sa vie, je sais pas moi, dans l'industrie pétrolière, je dis conneries ou n'importe, et qui ne reconnaît pas, enfin, tu vois, tant que tu n'as pas de reconnaissance, de justice réparative, etc., tu peux pas aller de l'avant. Tu es forcément dans la colère, tu as un sentiment d'injustice. Et c'est OK de reconnaître ses torts, enfin, je veux dire, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire dans notre société là-dessus. On te dit qu'il y a un gros travail à faire, c'est-à-dire un peu concrètement, parce que j'entends assez ce que tu dis là. On sait très bien que pendant des années, je dirais même des siècles, j'allais dire, le travail, l'action de travailler a été un marqueur identitaire. Hein. On a vu toutes les formes d'adhésion, on l'évoquait un peu ce matin autour de la marque employeur, c'est-à-dire la capacité à s'identifier à l'entreprise dans laquelle je travaille, avec ce qu'elle porte, et tout d'un coup, je prends conscience que, merde, je me suis planté, quoi, c'était pas ça. Comment je peux faire quel chemin je dois faire, si tu veux? Comment on peut se construire, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, une forme de résilience? Tu vois le sens de ma question? Je ne sais pas si tu peux y répondre, mais j'ai envie de partager, si tu veux, cette difficulté face à ce que tu me dis. C'est une vraie difficulté. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Enfin, c'est typiquement le genre de choses. C'est un nœud, c'est une ornière. Tu peux te retrouver tout seul avec ces sentiments-là et tu as besoin des autres pour aller de l'avant. Tu vois, j'ai une métaphore aussi que j'aime beaucoup, qui est celle du sevrage. Notre cher président parle aujourd'hui de la fin de l'abondance et de la sobriété. Je pense que la sobriété, c'est un mot trop faible. Aujourd'hui, on arrive dans l'ère du grand sevrage. On est tous toxicos, complètement addicts, non pas à l'héroïne, mais aux énergies fossiles, aux énergies faciles. Tout est là. Enfin, les énergies fossiles nous donnent tout. Le transport, la chaleur, l'énergie, notre alimentation, tout, notre éducation. On a les micros en plastique, tout est là, tout est fait. Notre société, notre démocratie de masse est construite sur les énergies fossiles. On est vraiment addict. Et le toxico, il a deux grands risques existentiels. C'est d'avoir trop de drogue, donc le risque d'overdose. Aujourd'hui, l'overdose est climatique, c'est-à-dire que si on retire, on extrait des sous-sols, ne serait-ce qu'un septième, c'est une nouvelle étude qui vient de sortir, un septième des réserves prouvées d'énergie fossile, un septième des réserves prouvées, on dépasse les seuils climatiques, les seuils de viabilité, enfin des seuils, on arrive dans une période de grands risques climatiques. Ça veut dire que la grande question politique aujourd'hui, c'est de ne pas retirer les énergies fossiles des sous-sols. Fermez la parenthèse. Donc ça, c'est les risques d'overdose. C'est notre risque. Le deuxième risque pour un toxico, c'est de ne plus avoir de dope, de drogue, du jour au lendemain. C'est Poutine qui ferme les robinets. On est en train de le sentir, là, ce risque, concrètement. Alors que ça existe depuis 50 ans, mais on le sent vraiment. Parce que là, on est dans la merde, là. Si on coupe le robinet du gaz et du pétrole et du charbon, là, je n'en donne pas cher de notre société. Donc il y a deux risques de mort. Le sevrage, c'est le chemin délicat à emprunter entre ces deux ornières, encore une fois, ces deux précipices, qui est un chemin de souffrance. C'est dur de sortir, de faire un sevrage non brutal. Tu as besoin de liens, tu as besoin d'entraide, tu as besoin de ressources qui te tirent vers l'avant, qui te disent il y a un horizon, tu peux t'en sortir, il y a un horizon. Mais tu vas souffrir, mec, tu vas souffrir. On va tous souffrir. Si on souffre tous chacun de notre côté en mode compétitif, on va s'entretuer. Et si on se dit, on va souffrir ensemble, on va s'en sortir, sympathique, sympathos, souffrir ensemble, si on souffre ensemble
et on se dit, allez, on va galérer, mais il y a un horizon. Tu vois, ça me rappelle Churchill. Enfin, ça me rappelle, je ne l'ai pas connu, mais ça m'a marqué. En 40, il disait à son peuple, alors j'ai plus la citation exacte, mais je vous promets du sang, des larmes et de la sueur, en gros. La souffrance. Ouais. La souffrance, et on va y aller. Il n'a pas menti. Il a dit, ça va être dur. Mais l'horizon, c'était quoi? La liberté, tu vois, la fin de l'oppression, on va en finir avec le nazisme. Donc il y avait un horizon, mais on va souffrir. Il faut se serrer les coudes. Enfin, il n'y a pas d'autre moyen. Et sinon, on n'y arrivera pas. Alors, ça m'amène peut-être au troisième volet de ce que l'on voulait évoquer un peu ensemble. Il nous reste un peu plus d'une quinzaine de minutes. Finalement, si j'essaie de répondre à cette question qui nous a été posée, y a-t-il au départ, il me semble que dans la première formulation, on avait dit y a-t-il un avenir? Et on l'a un peu modifié en disant y a-t-il encore un avenir? Donc dans la première chose que je peux comprendre, tu vas me dire si j'ai bien suivi, déjà comprendre ce qui est en train de te passer, se proposer une autre lecture de ce que l'on est en train de vivre à travers effectivement l'ensemble des éléments que tu viens de nous apporter, la façon dont tu l'as éclairé, ça c'est peut-être la première étape par laquelle il est important de passer, de prendre du temps pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer avec une autre grille de lecture que celle qu'on a connue finalement pendant des années. Et la deuxième que je voudrais aborder avec toi, parce que je l'ai senti dans ton livre et je l'avais retrouvé dans un autre livre dans lequel tu t'es exprimé, où un groupe de jeunes, ça s'appelle Basculons. Tu te souviens de ce livre? Je vous le recommande, il est hyper intéressant. Il donne finalement, pour compléter nos réflexions de ce matin sur la jeunesse, il donne aussi un autre regard. J'en profite d'ailleurs pour te donner une aparté. Je trouve assez intéressant ce que tu as dit, parce que ça rejoint beaucoup des choses que Charles Pépin nous ont dit tout à l'heure, vous vous rappelez, par rapport à l'échec. La façon dont, effectivement, j'accepte les choses, ce que j'en fais, comment je peux les transformer. Donc, je voudrais qu'on revienne, effectivement, sur cette jeunesse. Est-ce que toi, tu la crois en état d'œuvre? Alors, je ne sais pas si c'est en état d'œuvre. Tu parles d'elle, hein, je crois, c'est dans ce bouquin-là, je ne sais plus dans lequel, tu parles d'elle comme de résistant, et tu la compares aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est juste une image, ou est-ce que tu penses, effectivement, que c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui? Alors tu vas me dire, la jeunesse n'est pas homogène. Je suis sûr que tu vas me dire ça. Je suis d'accord. Ok, oui, donc j'anticipe. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose vers lequel on doit aller? Parce que ça pose les questions de l'éducation, ça pose les questions, enfin, tu vois, il y a un certain nombre de questions qui sont posées derrière. Tu as remarqué, j'ai des questions simples. Ouais, c'était une double question. Hein. Comprendre d'abord, comme je disais au début, je sais pas, il y a des gens, ils doivent passer à l'action pour comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre pour passer à l'action. Bon, okay. Bref. Comprendre, ouais, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Tu vois, c'est pas qu'une question de mental et de science. On a besoin de toucher le cœur, on a besoin de toucher le corps, on a besoin de pratiquer, on a besoin de voilà. La jeunesse. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Edgar Morin qui me parlait. Il me disait, tu sais, la France des années. Oui, quand il parle 40, de sa période. Mais il était dans la France libre, lui. Le pays s'était effondré. Il y avait eu un effondrement avec, la fermeture de l'horizon. Pour la jeunesse, c'était quoi l'horizon? C'était quoi l'avenir? Et ils ne savaient pas qu'ils allaient gagner la guerre. Enfin, tu vois, l'horizon était fermé. Quand tu te mets à leur place. Oui, il y a des gens qui ont collaboré, enfin la plupart des gens, et puis il y a des gens qui se sont mis en résistance, il y a des gens ils ont fui, enfin il y a de tout, tu vois, Mais j'ai ressenti cette énergie de désespoir et à la fois d'espoir. C'est une question de vie ou de mort. Ok, on est quelques jeunes, on va se mettre en résistance. C'est une question de vie ou de mort. On ne sait pas si on va gagner, mais on y va. J'ai ressenti la même chose quand il y a eu les discours de Greta Thunberg. Quand il y a Extinction Rébellion et tu as des milliers, des millions de jeunes dans la rue, ils te disent c'est une question de vie ou de mort, c'est notre vie. C'est notre vie et la vie des non-humains, enfin, c'est la vie de la planète. Prenez-nous au sérieux. Greta Thunberg, elle a les chiffres du GIEC derrière elle, elle dit prenez-nous au sérieux, arrêtez de faire des conneries, arrêtez de ne rien faire. Elle dit ça aux adultes. Oui, aux générations, oui. Mais Greta Thunberg, c'est 16 ans, 17 ans. Guy Môquet, le résistant qui s'est fait fusiller, il avait 17 ans. La résistance, c'est des gamins, il disait Edgar Morin, c'était des gamins, 19 ans, les chefs de la résistance, ils avaient 28 ans, 30 ans. Tu vois, c'est une jeunesse qui prend les armes
Et c'est pas toute la jeunesse, parce que tu avais plein de collabos, enfin voilà. Mais c'est cette énergie. Je sais pas si le parallèle est bon, mais en tout cas, en termes de ressenti, c'est ça que j'ai ressenti. Et du coup, juste termine par là, je ressens que aujourd'hui, et c'est ce paradoxe du livre, tu vois, moi je suis le père coincé entre une génération d'enfants, de grands-parents, où j'ai l'impression, moi je suis un pied dans les deux, je ressens l'énergie de la jeunesse et je peux aller vraiment avec Extinction Rebellion dans la rue. Et j'ai déjà un pied dans, tu vois, dans la vieillesse, c'est déjà une époque qui me dépasse. Et je suis papa, etc. C'est très étrange de parler aux générations, mais je sens, et c'est ça le paradoxe, que certains jeunes sont plus adultes que nos parents, que les vieux qui sont adolescents et plus précisément pathologiquement adolescents. Patho-adolescents, c'est-à-dire une société. Donc, mais voilà, ils ont vécu dans les 30 Glorieuses. On l'a pas tous vécu de la même manière, hein, je généralise pas, mais il y a ce truc de on veut pas souffrir, on veut pas mourir, on sort de la guerre, on veut l'infini, on veut nourrir la planète, on veut le maximum de quantité, on veut le bonheur pour tous, on veut la liberté absolue, on veut tout, et arrêter de nous faire chier avec les limites. Il n'y a pas de limite, c'est l'infini. Et tu vois, ce truc du progrès, c'est pathologiquement adolescent. C'est on veut tout de suite, ouin, si on l'a pas. Il y a un truc de... Mais calme-toi, enfin, tu vois. Et passer à l'âge adulte, c'est se rendre compte des vulnérabilités, des limites. Il y a une vraie initiation à passer. Et d'ailleurs, les rites initiatiques, on les a perdus dans nos sociétés. Les sociétés premières avaient un rite de passage. Pour passer à l'âge adulte, tu avais une petite mort. Tu te rendais compte de ta vulnérabilité, de la présence permanente de la mort et de la finitude. Et c'est ça, devenir adulte. C'est ça, devenir adulte. C'est passer de l'indépendance. L'adolescent, il croit qu'il est indépendant, tu vois, par rapport à ses parents. Il a la vie devant lui, à l'interdépendance. Et là, tu passes à l'âge adulte. Et notre société est patho-adolescente, enfin les occidentaux modernes, enfin, c'est mon interprétation et c'est que je partage avec d'autres. Est-ce qu'on va vivre une vraie initiation? Est-ce qu'on va, où ça va nous mener à la fin? Enfin, j'ai une anecdote, j'ai discuté cet été avec, j'ai déjà raconté, avec une Amérindienne de la tribu, alors je crois que c'était Sioux, mais je ne me rappelle plus. Enfin, et elle fait un doctorat dans une grande université aux États-Unis sur les systèmes alimentaires résilients des Amérindiens et tout ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle appelle le continent nord-américain, elle l'appelle Turtle Island. Pas les États-Unis et le Canada, parce que les Amérindiens l'appelaient Turtle Island. Et elle dit, nous, notre peuple, elle me disait ça, notre peuple a vécu pendant 5000 ans 4 collapses, 4 effondrements. On a appris de ces effondrements. Pourquoi on a vécu un premier effondrement? Enfin, il y a des milliers d'années, je ne connais pas exactement l'histoire. Elle disait, au début, on a fabriqué, certains peuples, pas tous, ont fabriqué des pyramides. Et là, drapeau rouge. S'il y a une pyramide, c'est mal barré. Ça veut dire qu'il y aura un effondrement. Dès que tu apparais avec une stratification, dès qu'il y a une stratification sociale qui apparaît avec des inégalités, des élites, etc., c'est foutu. Il y aura effondrement. Et on s'est pris une grosse baffe dans la gueule, elle m'a dit. Et on a eu 4 effondrements. Et pourquoi on a vécu des effondrements? Elle a dit, parce qu'on était des trous du cul. Elle a dit, we were assholes. Comme ça. Bon, voilà, c'était une blague, mais... Et on a mis 5000 ans à apprendre à vivre avec la Terre. Après, les Blancs sont arrivés, ils ont massacré tout le monde. Bon, il y a des survivants, mais ils ont une énorme leçon à nous apprendre. Les aborigènes aussi. C'est-à-dire que les peuples ont déjà collapsé. Et nous, les Occidentaux modernes, avec toute notre prétention, avec toute notre arrogance, toute notre colonisation, la violence que c'est, l'accaparement du monde, l'accumulation, tout ça juste parce qu'on a peur de la mort, c'est insupportable, tu vois. Et on va se prendre une énorme baffe dans la gueule. Je ne sais même pas si on va survivre. On met en danger tous les non-humains, tous les autres peuples, tout le monde, nous tous, à cause de nos conneries. Et voilà, les aborigènes, c'est pareil. Ils sont arrivés il y a 50 000 ans en Australie, en Océanie, avec les barques et tout. Ils ont tué toute la mégafaune. Ils se sont dit, merde, c'est une connerie. Ils ont mis des milliers d'années à apprendre à vivre avec la Terre. Maintenant, ils savent, on les a massacrés, mais ils savent vivre avec la Terre. Ils ont mis 50 000 ans en tant que civilisation à tenir. Mais t'imagines, nous, on est à 150 ans, on a fait d'énormes conneries. Est-ce qu'on tiendra 50 000 ans? Tu vois la leçon, ce que c'est que vivre avec la Terre. Tu vois l'immensité de la question, l'effondrement, tout ça, c'est énorme. Ça nous dépasse, c'est pas juste une question de chiffres, une question... Voilà, il va nous rester un petit peu de temps parce que je crois que tu vas nous proposer quelque chose après. J'aurais juste 2 peut-être questions rapides, mais je trouve que c'était tout à fait essentiel que tu évoques
ces choses-là. Je reviens à ma génération, prendre nos responsabilités aujourd'hui. Hein. C'est un peu ce que tu dis. Donc je veux très rapidement que tu nous dises qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment, et tu comprends le lien que je vais faire avec la jeunesse. C'est quelle posture on a par rapport à eux. C'est-à-dire, on entend souvent, finalement, moi j'ai fait ma vie, c'est fini, maintenant les copains, c'est votre boulot, quoi, maintenant, hein, vous êtes les jeunes. Et puis la deuxième, qu'est-ce que seraient les 2 ou 3 éléments d'un nouveau récit Tu vois, là, si on commençait là tous ensemble à écrire un nouveau récit, quelles seraient les quelques bases que tu nous suggérerais? Et je te demande tout ça en 3 minutes. Ça, c'était du XXe siècle, mais je n'ai pas le choix. Non, mais c'est inaudible de dire, écoute, moi je suis à la fin de ma vie, démerde-toi, moi je vais bientôt crever, toi t'es jeune, bonne chance. Tu vois, mais c'est inaudible, c'est inaudible. Moi je pourrais jamais dire ça à mes petits-enfants. Enfin, c'est inaudible. Et j'en ai entendu qui disent ça, mais pour moi c'est atroce. Donc la moindre des choses, c'est d'entendre. Mais il n'y a pas que les, enfin je veux dire, c'est pas que les jeunes, c'est tout le monde, de dire. Est-ce que si tu t'es trompé, de le reconnaître, si tu veux aider, de dire ok, je t'entends, allons-y ensemble, on est tous ensemble, tu vois. C'est le ensemble là qui est fort. Hein. Pour moi, c'est le signe d'une. C'est comme la sécession des élites, tu vois. Les élites, là, vous avez entendu sûrement, il y a des ultra riches qui se font des bunkers en Nouvelle-Zélande, machin, avec avions privés, super potagers, machin et tout. Il y a une sécession des élites, c'est-à-dire certains se rendent compte du merdier dans lequel ils sont, ils ont peur de la réaction des pauvres, et ils veulent juste s'isoler, genre, mais même aller dans l'espace. Tu vois, c'est trop dangereux la Terre. Non mais, t'imagines le chacun pour soi, c'est hyper violent ça. Donc pour moi, quelqu'un de la génération des 30 glorieuses qui dit, voilà, bon, moi je suis à la fin, démerdez-vous, c'est inaudible. Après, sur les nouveaux récits, et effectivement, il y a une bataille des récits aujourd'hui, ça craquelle de partout, nos anciens récits. Et c'est comme, encore une métaphore, un arbre qui tombe dans la forêt, le grand chêne, tu vois, c'est une période de chaos. Puis il y a des jeunes pousses qui étaient là, et c'est parce qu'il y a une clairière qu'elles peuvent enfin émerger. Mais les jeunes pousses qui vont donner la forêt, tu ne sais pas ce que ça va donner, tu ne sais pas lesquelles vont pousser. Tu dois juste te contenter de nourrir et de les aider dans un maximum de diversité, de dissensus, cette fragilité, c'est ça notre boulot. Les récits de l'avenir, ils sont déjà là. Il y en a partout, dans tous les pays, des jeunes, des vieux, de tout le monde qui font des nouvelles choses. Mais bien malin, celui qui sait quel récit va l'emporter. Mais pour moi, voilà, c'est le plus grand mouvement de justice sociale et environnementale de l'histoire de l'humanité est là. C'est la globalisation qui l'a fait. Il est là, il est partout. Des milliers d'associations, des dizaines de milliers d'ONG, on est tous là. Voilà. Et est-ce que ça va basculer? Tu sais, les phénomènes non linéaires, ils vont vers les effondrements, ils vont vers le positif. Ça peut faire des révolutions, ça peut faire des changements magnifiques. Donc cette incertitude radicale, elle est paradoxale. Elle nous amène l'ouverture des possibles et elle nous amène des possibles ou pas. Ça peut foirer. Il faut vivre avec ça. Donc là encore, ça nous renvoie à comment on regarde les choses. Ouais, et on décide de la regarder différemment. Comment tu te lèves, tu décides, avec la puissance de ton imagination, d'ouvrir des horizons, de te lever, d'agir, même si tu n'as aucune chance de réussir, on y va. On y va, il y a l'embrouillard, on se met ensemble, et tu as besoin de courage pour ça. Et la question de la peur. Et une fois que tu te mets en mouvement et que collectivement, tu sens qu'il y a quelque chose, là, l'espoir revient. C'est très beau. Mais il y a vraiment un effort d'imagination à faire. Ce n'est pas qu'une question de chiffres, on doit toucher le cœur et on doit ouvrir les imaginaires. J'ai envie, là, il nous reste un petit peu de temps. On ne s'est pas trop appuyé sur le travail de Marc. Donc, Marc, je vais transformer un petit peu la règle. Est-ce qu'il y a un dessin parmi ceux que tu as fait que tu auras envie de nous soumettre, qui, toi, te parle? Parce que je sais que tu parles avec ta plume. Est-ce qu'il y en a un? Parce qu'on ne les a pas trop regardés. Hein. Mais je suis sûr qu'il a fait plein de choses extraordinaires. Est-ce qu'il y en a un qui, voilà, que tu auras envie de nous mettre? Voilà, celui-ci. Peut-être juste pour que tu sais, Marc a dit, moi, je dessine, je ne parle pas. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Bon, moi, je suis fan de science-fiction, de manga, etc. Donc, pour moi, c'est... non, mais ça m'évoque la fracture, ça m'évoque le risque de l'orage, de la fracture, mais ça m'évoque la puissance aussi. Et dans ce paradoxe clair-obscur du risque existentiel et de l'énergie
et de l'énergie. Il vole vers le haut, il y a un truc positif, mais il y a un truc... Et puis il est à l'inverse, le personnage, il est au-dessus de la foudre. C'est très étrange, cette inversion. C'est paradoxal, voilà, une sensation de paradoxe. Et on a senti beaucoup de choses, d'ailleurs, dans ce qui fait l'être humain, à travers tous ces paradoxes, finalement. Le paradoxe est un mot assez clé, finalement, dans tout ce que tu as évoqué. Et c'est la grande leçon d'Edgar Morin, d'arriver à vivre les paradoxes. On arrive dans une époque de paradoxes, et donc la complexité, c'est la clé, l'intuition. Voilà, alors pour ça, moi, en parlant d'intuition, j'ai une surprise, Claude, j'ai une surprise pour vous. Je voudrais vraiment vous offrir ça, et j'ai insisté aussi, accueillir Héloïse Brésillon, qui est une amie, une poétesse, performeuse, autrice de science-fiction, qui a créé une association de poésie contemporaine qui s'appelle Mange tes mots. Elle est doctorante en création littéraire à l'université Cergy-Pontoise. J'ai la chance de bosser avec elle sur un projet de science-fiction. C'est merveilleux et je voulais vous offrir ça pour la fin, revenir dans le cœur. On accueille Héloïse. Les arbres millénaires ont les yeux clos. Devenir adulte. Petit champignon, debout dans une forêt en feu. Nos visages élèvent la moisissure sous leurs yeux, en cernes bleu poudre. Génération fungus a les traits creusés par des deux mains anxieux. Les arbres millénaires disent de la génération fungus, elle parasite. La pourriture sur nos valeurs, elle met ses spores partout. Blasphème, elle pousse coprofile, inutile petite destructrice. Génération fungus mène le monde à l'immobile. Sourd aux arbres millénaires, petits champignons dansent, lamelles au vent braise dans la nuit, psilocybelle, rimel aux yeux. Volve en basket, tape le béton, peut-être qu'il craquera, peut-être qu'il craquera, peut-être qu'il craquera, peut-être. Alors, danse, les chapeaux rouges et blancs, debout dans une forêt en feu. La forêt est une vaste absence. Monochrome d'écorce pour nourrir le brasier. Décompose, elle décompose, génération fungus avec ses ifs acides détruit les mythes fondateurs pétrifiés dans la roche. Petit lichen érode le minéral pour faire pousser une mousse humide, gorgée de récits neufs. Nos tristesses mycélium se tiennent les mains, enfouies dessous la terre sale, aux racines. Chaque jour est une feuille morte de plus dans la gorge amertume. Génération fungus adulte, c'est humide et le feu brûle encore, et le feu brûle encore, et le feu brûle encore. Tant pis. Nos métamorphoses et nos arbuscules crachent sur l'incendie. Adulte, c'est humide. Adulte, c'est humide, les champignons transforment les corps et les langages. Adulte, c'est humide, les symbiotes fracturent les frontières. Adulte, c'est humide, interconnexion mycète pour protéger biosphère, écoute. Les oiseaux chantent encore avec des voix d'oubli. Le feu grelotte dans le silence des arbres millénaires. Mais les champignons savent qu'il faut tout détruire pour repousser vers tendre. Utopie humus pour des demains fertiles. Marc, David. Merci à tous et le voyage continue.